Vous avez déposé beaucoup d'amendements, 19 000 pour la France insoumise, et voilà ce que vous répond la majorité. Je trouve que c'est dévoyer le rôle du Parlement, c'est dégrader le rôle d'un parlementaire, c'est au fond, devant les Français, dire qu'on ne veut pas le débat. Et je trouve que quand on est parlementaire, c'est faire défaut. On voit bien qu'ils sont dans une stratégie d'obstruction parlementaire. Moi, je ne suis pas tellement certaine que ça honore la démocratie et que ça apporte la démonstration qu'on a là une démocratie mature. Rendez-vous compte, sur ce simple texte-là, la France insoumise fait autant d'amendements que ce qu'on avait dans les premières législatures de la Ve République. On y est habitué de la part de la France insoumise parce que j'encourage vivement nos auditeurs à aller lire les amendements qui sont déposés, où c'est un mot, une virgule qui change. Donc on voit que c'est clairement de l'obstruction. Les 17 députés insoumis vont déposer 19 000, donc j'ai bien dit 19 000 amendements contre le texte. Est-ce que vous assumez que c'est de l'obstruction parlementaire ? C'est ce que nous appelons une grève du zèle, parce que c'est une manière d'exprimer notre opposition ferme et déterminée à chaque ligne, à chaque alinéa de ce texte de loi. Et donc, voilà, c'est une manière de participer aussi à la mobilisation, là où nous sommes à l'Assemblée nationale, avec quand même les outils qui sont les nôtres et les moyens qui sont les nôtres. Je vous rappelle que c'est un droit constitutionnel pour chaque député de pouvoir déposer des amendements. On a aujourd'hui une Assemblée qui est quand même, dont les pouvoirs sont très réduits, encore plus réduits sous cette mandature. Et donc, voilà, non, ce n'est pas de l'obstruction, c'est une manière d'affirmer Jean-Luc notre Mélenchon position. l'a dit, il a assumé que c'était de l'obstruction. Mais moi, je vous dis que c'est une grève du zèle. C'est une forme de grève du zèle, comme le font les avocats, par exemple. C'est quoi l'objectif? C'est de l'obstruction parlementaire de base? Non, je vous l'ai dit, c'est la grève du zèle parlementaire et le but c'est de faire en sorte que tout ne se passe pas, voyez-vous, comme une promenade de santé. La grève du zèle, ça vient d'où? Le premier cas documenté remonte en 1889 à Glasgow, en Écosse. Les dockers avaient demandé sans succès une augmentation, ils s'étaient donc mis en grève en juin. Mais les compagnies de transport ont embauché des paysans pour briser la grève. Sans expérience, ces pauvres diables travaillaient lentement et sont victimes d'accidents. L'un d'eux meurt même en tombant à l'eau. Malgré les mauvais rendements, les patrons tiennent. Et donc, la mort dans l'âme pour ne pas ruiner le syndicat des dockers, leur leader, Edward McGhugh, ordonne la reprise du travail. C'est le 5 juillet, mais dans son discours, il encourage ces hommes à travailler à la vitesse des paysans. Mais mieux quand même, dit-il, puisque les dockers ne tombent pas à l'eau. Et quand cette idée de ralentir le travail est-elle venue en France? La création de la deuxième internationale au même moment à Paris en 1889 fait circuler l'information. Et dès 1894, Émile Pouget, un syndicaliste français, appelle ses camarades à produire aussi lentement à l'usine qu'un travailleur chaussé de sabots. Il appelle cela le sabotage. En somme, rester payé tout en protestant. Tiens, donc c'est l'origine de l'expression. Exactement, ça vient de là. On arrive donc à la grève du zèle qu'utilisent les douaniers et les fonctionnaires d'autorité. Oui, car et même le Parti socialiste, qui s'était montré plutôt frileux dans un premier temps, semble désormais prêt à utiliser toutes les voies de recours qui s'offrent à l'opposition. Écoutez, nous on a dit que tous les instruments étaient sur la table. Tous ceux que le Parlement, et notamment les oppositions, ont à leur disposition sont sur la table. Ça va de la motion de censure à la motion référendaire, en passant par le recours au Conseil constitutionnel, au droit de déposer, de débattre d'amendements dans de bonnes conditions. Cependant, si le blocage perdure, le gouvernement n'aura d'autre porte de sortie que l'utilisation de l'article 49.3. Dans cette hypothèse, le projet de loi est réputé adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est adoptée. Pour le moment, le gouvernement ne veut pas envisager cette éventualité. Le coût politique d'un tel passage en force serait démesuré au regard du contexte actuel. Mais d'un autre côté, combien de temps encore pourra-t-il endurer la paralysie du Parlement ? Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes lancé, il est vrai, dans une bataille parlementaire. Ce n'est plus de l'obstruction, c'est du zadisme parlementaire. Cette phrase, elle est signée Olivier Véran. Il est député La République En Marche. Vous assumez le zadisme parlementaire ? Je veux en débarrasser en tout cas la Seine. Oui, nos retraites sont un territoire à défendre. Oui, on espère que la réforme termine comme Notre-Dame-des-Landes. Et si le président avait quelque chose dans le ventre, vu l'état dans lequel est le pays, il déclencherait un référendum comme ça a été fait pour Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Il ne le fera pas. Nous verrons, parce que bien sûr, il donne l'impression de ne pas être là vraiment. Quand on voit les bourdes qui s'accumulent, il y a une certaine inquiétude sur le personnage. Quand on le voit manier un t-shirt avec quelqu'un qui a un œil crevé, on ne sait pas de qui il se moque, des policiers qui ont crevé les yeux ou des gens qui ont les yeux crevés. Et on a l'impression que lui est plus tout à fait là. Il dit des choses étranges, il dit à sa majorité un peu d'humanité, reprenant ce qui est exactement notre accusation depuis le début. Ces gens sont des idéologues qui ont coupé tout contact avec la réalité humaine. Quand on parle par exemple des retraites, et qu'on entend le ministre dire que c'est un problème d'hygiène de vie si les salariés, les ouvriers meurent plus vite,
on se dit non mais franchement, dans quel monde vivez-vous? La France Insoumise a déposé 19 000 amendements pour la commission spéciale retraite sur un total de 22 000. Les élus de la majorité vous accusent de zadisme législatif, de blocage antidémocratique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà que je préfère zadisme législatif. Au début, j'ai pas trop compris pourquoi on nous disait ça. Après, j'ai bien compris qu'on nous accusait de vouloir d'occuper l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, on est parlementaire, on est élu pour ça, donc oui, c'est ce qu'on va faire. Et puis quand on s'est rappelé le sort qui a été réservé à la dernière ZAD, celle de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire le retrait, finalement, oui, c'est du zadisme parlementaire et j'espère qu'on obtiendra le même résultat politique. Il y a des gestes symboliques. Les avocats jettent leur robe d'avocat aux pieds de Madame Belloubet quand elle est là, ou dans des lieux symboliques. Les enseignants déposent leurs cahiers. Les ouvriers, j'ai vu des mobiliers de Paris, ont déposé leurs outils. Nous déposons symboliquement 19 000 amendements au pied du gouvernement pour lui dire on ne peut pas travailler dans ces conditions. Écoutez ce qui se passe, la protestation qui existe. Oui, alors c'est vrai que... Mais alors la France Insoumise assume totalement le côté guérilla législative. L'idée, en fait, si j'ai bien compris, c'est de pousser le gouvernement à retarder, et puisque l'idée c'est de faire voter quand même cette réforme avant les municipales, et en fait que le débat se poursuive pendant les municipales, en espérant que justement ça contribue à faire chuter les candidats de la majorité, puisqu'on sera encore dans ce conflit. Alors certains disent mais on devrait faire le 49.3, ce qui permet d'aller plus vite, mais le 49.3 est aujourd'hui vu comme un élément autoritaire du débat législatif, alors que ça a été quand même inscrit dans la Constitution et voulu par le général de Gaulle, justement pour éviter ces 22 000 amendements. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée d'avoir déposé autant d'amendements? Non mais moi je m'interroge. Le 49.3 c'est la dictature, mais 22 000 amendements c'est quoi? Non parce que c'est le débat. Je mets les deux trucs en parallèle. C'est quoi? Est-ce que c'est démocratique? Enfin 19 000 amendements pour un seul parti. En tout cas c'est autorisé. Qui a crié pendant des mois dans la rue, qui ne voulait pas, qui voulait un retrait total de cette réforme. Donc comme ils voulaient un retrait total et qu'ils l'ont pas obtenu, je pense qu'il devrait avoir 0 amendement. Quoi. Il devra avoir 0 amendement. Enfin, on voit bien là derrière quelque chose qui n'est pas démocratique du tout, quoi. Dans les 19 000, combien y a-t-il d'amendements fondés pour faire vraiment avancer la loi? Tu vois, ça c'est une question que j'aimerais leur poser, et de savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts à retenir, qu'est-ce qu'ils sont prêts à défendre. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre cette logique de crier au loup pendant des mois en disant ce président est un dictateur, et derrière ça d'appliquer des méthodes qui pour moi sont anti-démocratiques. J'aime bien l'expression du député Olivier Véran qui dit ce n'est même plus de l'obstruction, c'est du zadisme législatif en fait. Il y a vraiment un manque de préparation du côté de l'exécutif, mais il y a également une sorte de démagogie parlementaire de la part de la France Insoumise. Je veux dire, si on aime la démocratie au point justement de vouloir la refaire vivre, au point de se plaindre d'être dans un pouvoir dictatorial, on fait en sorte de minimiser les amendements, mais de faire en sorte que ces derniers soient concrets, soient clairs, soient précis, soient efficaces. Acceptés. Et puis surtout, afin d'en faire un vrai débat. Et puis de l'autre, par contre, aussi bien ça, cette solution est absurde, aussi bien de l'autre côté, proposer le 49.3, pouvoir passer en force, sur une idée et sur quelque chose d'aussi important que les retraites, ça me semble pas la meilleure idée du monde. Par contre, du côté de la France Insoumise, c'est quand même malheureusement dans ce pays la seule force d'opposition, parce qu'elle parle énormément, à défaut d'en faire peut-être d'ailleurs, mais il faudrait que justement elle se renforce de ce côté-là politiquement en préparant des amendements efficaces pour pouvoir négocier dans de bonnes conditions. Ouais, mais avec toi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils en aient 10, mais qu'ils arrivent à les faire passer, plutôt que d'en avoir 19 000 qui vont se faire blackbouler. Mais surtout que 19 000, surtout que il faut quand même leur... Il n'y a pas 19 000 bonnes raisons de... Mais surtout qu'ils ont un petit feuillet qui justement propose l'inverse de la réforme des retraites, en disant qu'on peut très bien améliorer le système, mais à l'inverse de la façon Macron. Donc il suffirait qu'ils réduisent leur petit feuillet de quelques pages en quelques amendements pertinents pour faire évoluer le débat, et là tout le monde serait content. C'était beaucoup plus pertinent que se faire passer là pour un espèce de Chavez de l'Assemblée nationale. Accord sur la réforme du travail signé au mois de janvier. Texte à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que l'Assemblée entérine ce texte comme le demande le gouvernement? Non. Alors, André Chassaigne, le président de notre groupe, a bien résumé ce que nous allons faire. Nous allons déposer plusieurs milliers d'amendements. 4500, dit-il. Parce que c'est un texte très technique. Vous savez, il y a beaucoup d'aspects qui concernent la vie quotidienne des travailleurs. Du salarié, oui. Alors, comme c'est très technique, souvent, on n'a pas le temps sur les plateaux de télé ou de radio, puis c'est peut-être pas l'endroit où le faire, d'ailleurs, de décortiquer dans le détail. Mais Olivier Besancenot qui vous demande d'assumer d'être dans l'opposition.
Oui. Il Ben, ça commence vous une fait carrière sourire. de psychiatre. Non, mais je vous le dis, moi. Oui, Il bah, paraît que très bien. vous refusez. C'est vrai que vous refusez de dire que vous êtes dans l'opposition. Parce que lui, il s'en fiche. Le oui, mais pouvoir, lui, ça il est vraiment l'intéresse dans pas. l'opposition, lui. Oui, mais il fait ce qu'il Vous, veut. vous êtes dans l'opposition, mais pas totalement dans l'opposition. Mais moi, je vais Jean-Luc vous dire, Mélenchon. je suis dans C'est là où on l'oppo- ne comprend pas très bien votre Mais si positionnement. vous faites semblant de ne pas comprendre, Mais non, mais si je vais vous mais non, expliquer, mais non. monsieur Alors, Bollard. allez-y, Moi, je suis un homme expliquez-nous. de stratégie avec le Front de gauche, de conquête du pouvoir. C'est une Bon. stratégie, oui. C'est Ouais, une stratégie, exactement. c'est bien ce que je disais. Vous Bah, êtes dans alors, c'est pas une l'opposition honte. sans être... Non. Si vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, Ouais. ça va? Mais je ne suis pas un mordu des Ouais. fêtes. Je ne sais Ouais. pas comment vous dire ça parce que ça paraît toujours un peu étrange, mais je ne sais pas. Tout d'un coup, c'est sorti de ma vie ce truc. Ça me fait suer. Charles Aznavour C'est aussi, cet ouais. empilement de bouffe, de sourires. De cadeaux, les enfants qui sourient, tout, le bonheur des enfants, les C'est vrai que c'est boules. quelque chose. Ça va, C'est vrai, c'est chiant. guirlandes qui clignotent. D'accord, ça va. J'ai compris. Un peu de respect. Allez, Attendez. Non, attendez. Il a été sincère. Il a été sincère dans le mensonge. Et après, vous allez dire que c'est la langue de bois. Non, ce qui est très bien, vous avez été sincère dans le mensonge. Évidemment, vous mentez puisqu'on est le 18 décembre et les fêtes n'ont pas encore eu lieu et que cette émission est tournée aujourd'hui pour le 3 janvier. Donc on voit quelle Ça, ce sera coupé au montage, Non, Thierry. mais ça ne sera pas coupé au montage. On voit avec quelle Menteur, mais tais-toi Pas donc. du tout. Ça va partir. On voit avec quelle facilité. Mais toute ta il ment. famille rougit de ta conduite. C'était pour vous faire plaisir, mon vieux. Hein. Je sais, donc, on voit comment les hommes politiques Moi, sont j'essaye capables de vous faire plaisir Ah et oui, vous me mais tournez bon. en bourrique. Et en même Et les temps, gens non, en même temps, je dirais. Eh non, mais c'est un vous rôle, avez hein. menti, vous avez menti pour me faire plaisir, c'est vrai. Vous avez été sincère sur le fond. Vous avez dit les fêtes, ça me fait chier. Et là, il y avait un sentiment de vérité dans ce que vous disiez. On va nous demander de voter à l'Assemblée nationale pour la première fois dans notre histoire une loi avec des trous. Vous imaginez? On va nous demander de dire oui ou non à un texte dont on ne sait pas ce qu'il contient réellement à la fin et qui va être rénové au mois de mai. Où est la logique parlementaire? Où est la démocratie dans un cadre comme celui-là? C'est un attentat, un coup de force qui est fait contre la démocratie. Et on touche quelque chose de fond, là. On touche le système des retraites. Ça nous concerne tous. Et Emmanuel Macron, je le rappelle, n'a pas été élu pour faire ça. Il a même écrit, page 13 de son programme, qu'il n'allongerait pas la durée du temps de travail et qu'il ne toucherait pas aux pensions. Il fait l'inverse aujourd'hui. Donc nous, on tire le signal d'alarme avec les quelques outils que nous avons. Déposer ce nombre significatif d'amendements, déposer une motion de censure pour que les gens se disent à l'Assemblée nationale, c'est aussi la caisse de résonance de la grande protestation qu'il y a dans le pays. Le pire, ce serait que le pays soit mobilisé en colère et qu'ici, il n'y ait que des gens raisonnables, des belles personnes qui se parlent gentiment et qui laissent passer ce texte de loi en ronronnant. Moi, je ne suis pas d'accord. Je l'ai eu, moi. J'ai eu le sien, j'ai eu le vôtre. Olivia. C'est moi, pardon. Oui, mais attendez, parce que... Mais la langue, Olivia. Je propose pause bisous avec la langue. Oh, ça va. Ah, d'accord. Ok. Attention, bougez-vous, mais merde! Nous avons donc ce soir le sentiment excessivement désagréable d'être, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas mon habitude, pris pour des cons. Et ce sont... Les communistes ont fait le choix d'amendements de fond, 500. En séance, on va lever le cran pour permettre d'ailleurs l'expression la plus large possible. Les insoumis ont fait le choix de déposer plusieurs milliers d'amendements. Mais tout ça s'additionne. Vous savez, moi je n'oppose aucune stratégie. Ces stratégies, c'est un front commun de ceux qui sont opposés au projet pour faire en sorte que la vie de ce gouvernement, qui fait mal aux vies, qui fait mal aux gens, qui fait mal aux retraités d'aujourd'hui et aux retraités de demain, ne soit pas un long fleuve. Non, mais c'est important, parce que quand même, des gens qui nous font la leçon n'honorent pas le mandat de député. Moi, je l'honore avec mes amis, nous travaillons beaucoup et nous utilisons toutes les astuces, toutes les ficelles, tout ce qui permet de faire entendre quoi? Ce que vous avez dit, la protestation actuellement qui existe dans le pays. Cette protestation. Ce gouvernement a fait le choix qu'il n'y aurait qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, une procédure dite accélérée, pour qu'il n'y ait pas de débat. On va utiliser tous les outils. La France insoumise, il pilonne par le nombre d'amendements. Nous, on privilégie le débat de fond. Nous pensons, nous communistes, qu'il faut continuer d'éclairer les gens, les citoyens, les salariés, sur tout ce qu'il y a de nocif dans ce texte de loi. Voilà, messieurs les politiciens, à quelque parti politique que vous apparteniez,
La procédure de destitution est l'appui majeur, le soutien majeur que vous devez apporter au mouvement citoyen des Gilets jaunes le plus fort que nous connaissions depuis la grande Révolution française qui... Députés d'opposition qui refusent d'un simple revers de la main de ne même pas lancer la procédure préalable pour vérifier si ce que fait Macron est conforme à la Constitution, ceux qui refusent de faire ça, je suis désolé de le dire, ce ne sont pas des députés d'opposition, ce sont des députés d'une opposition d'opérette et de connivence. Eh bien, moi je dis que tout ceci, ça va bientôt se terminer parce que de plus en plus de Français commencent à comprendre, ils en ont assez d'être représentés par des députés d'opposition d'opérette. Qui consiste à dire quoi? Moi je pense que je me déshonorerais si, quelque sorte, c'était le même ronronnement parlementaire pour ce texte comme sur les autres. Parce que Fabien Roussel est un ami, mais il s'est perdu d'avance sa stratégie. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il va convaincre quelqu'un à l'occasion des débats parlementaires. Il sait très bien que sa stratégie ne sera pas plus efficace. Il ne va pas me faire croire, Fabien Roussel, dont je connais les convictions, que par la magie de son verbe, il va convaincre les députés En Marche. Donc la question, c'est s'adresser... Il va peut-être convaincre plus de gens dans l'opinion publique. Voilà, la question, c'est comment on s'adresse au pays. Moi, il me semble. Et notamment, que ce soit moi, Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, et je vous en remercie, on a accès au plateau télé, et c'est là que ça se passe. Que ce soit moi, Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, et je vous en remercie, on a accès au plateau télé, et c'est là que ça se passe. Avec quel objectif? D'abord, de pouvoir présenter la totalité de nos thèses. C'est-à-dire que les gens qui suivent à la télé, il y en a quand même quelques-uns, ou qui regardent, vont entendre tous nos arguments sur l'ensemble des points. Et comme on sait qu'à un moment donné, le couperet va tomber parce qu'il va falloir passer en séance plénière, pardon, c'est de la technique, eh bien, on aura entendu tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Donc le problème n'est pas de les retarder ou de je ne sais quoi, c'est de faire en sorte que la totalité des arguments soit présentée sur la table. Ils ne l'ont pas été pendant ces mois de débat? Ils ne l'ont pas été entendus, vos arguments? Madame souffrait que les parlementaires pensent que c'est au Parlement que ça se passe. Si plus personne ne croit à la République et au Parlement et qu'on pense que ça se joue sur les plateaux de télé et dans la rue, bien sûr que ça se joue sur les plateaux de télé et dans la rue, mais il y a un truc qui s'appelle le Parlement et c'est le cœur de la démocratie. Donc c'est là aussi qu'il faut que le débat ait lieu. Avec quand même l'objectif de retarder l'adoption du texte ou même pas? Alors, si, quand on va arriver en séance plénière, évidemment, il faut que ça dure le plus possible, d'abord pour qu'on nous entende, ensuite pour qu'ils sachent qu'il y a une résistance qui est appuyée par le pays. Les sondages nous sont très favorables dans cette circonstance. Et puis qu'on aille jusqu'au moment où ils se prendront une raclée électorale aux municipales qui peut-être va les faire réfléchir et leur dire on arrête. On va en parler des municipales, mais d'abord quand même un mot parce que ça se joue encore aujourd'hui dans la rue avec une journée de mobilisation. À un moment donné, je suis sûre que vous avez pensé que la rue ferait reculer le gouvernement sur cette réforme des retraites. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi ? Non, écoutez, n'allez pas trop vite. La rue, comme vous dites déjà, c'est une façon de parler, pardon, je ne vous en veux pas. C'est vous qui avez dit la rue à 2 minutes. Oui, bon, mais parce que moi aussi, je finis par m'imbiber dans un vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Nous avons donc ce soir le sentiment excessivement désagréable d'être, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas mon habitude, pris pour des cons. Donc pour moi, mon patron à moi, si j'ose dire, ça n'est pas M. Macron dont je conteste fondamentalement la légitimité puisqu'il a été élu à l'issue d'une campagne de propagande comme on n'a jamais vu dans une démocratie occidentale. En plus de ça, il est incompétent, il est malfaisant, il est rejeté par la population, il n'a en gros à peu près que des défauts. D'ailleurs, sa politique ne mène qu'à un désastre général, sauf pour une poignée de milliardaires. Mais moi, je ne suis pas sans patron. Moi, j'ai un patron. Mon patron, c'est le peuple français. Vous écrasez, hein, ne croyez pas qu'ils vont se laisser faire. Donc le Parlement risque d'être brutalisé. Moi, je ne veux pas. Voilà. C'est une action symbolique de la même façon. Peut-être que vous aviez suivi, je sais que vous avez suivi d'ailleurs. On avait déposé aussi une motion de censure à un moment donné. C'est symbolique, c'est perdu d'avance. Et pour autant, nous déposons par moment des motions de censure. Voilà. La motion de censure que propose M. Mélenchon, France Insoumise et le groupe communiste, GRD, en fait, la motion de censure ne vise pas Macron, vise le gouvernement, c'est-à-dire Édouard Philippe. Et puis accessoirement, il y en a déjà eu 2. Au moment de l'affaire Benalla, une déposée par la droite, une déposée par la gauche. Et puis donc ça sera la 3e, et les 2 précédentes ont été retoquées, ne sont pas passées, puisque la majorité de En Marche au Parlement, à l'Assemblée nationale, a refusé la motion de censure. Donc les gens qui me disent « mais non, il faut une motion de censure plutôt que la destitution », je leur dis la motion de censure ne sert à rien, parce qu'elle vise quelqu'un qui est un lampiste et ne vise pas Macron.
plus, il va y avoir un débat sur la motion de censure. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des partis de gauche, et j'ai vu là-dessus que le Rassemblement national était prêt, elle attend le texte, mais Marine Le Pen est prêt à voter la censure avec les communistes, avec la France insoumise, etc. Par contre, les républicains là-dessus, qui eux sont toujours été favorables à la réforme des retraites, ne sont pas d'accord là-dessus, mais ils essayent de se démarquer. Il faut reconnaître que c'est un sujet où les républicains ont une position, parce que eux, au moins de ce côté-là, ils ont déjà fait quelque chose concernant la réforme des retraites. Il faut leur reconnaître ce qu'il y a. Mais on s'aperçoit tellement qu'on est manipulé que moi, ça m'a mis vraiment une grosse colère rétrospective de me dire que je me suis fait manipuler tout ce temps. Mais en faisant cela, et en exacerbant des choses, en caricaturant quelque part, nous voulons envoyer le signal au pays que c'est grave, bon sang. Nous ne nous laisserons pas faire. Alors après, il y a d'autres stratégies. Fabien Roussel en dit une. Je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Moi, je critique pas. Hein. Je veux dire, et nous, des bons arguments, on en a. Il me semble que chaque fois que l'un d'entre nous, Adrien Quatennens, est un peu devenu le spécialiste du sujet, franchement, tous ceux qui l'ont vu à la télé, je vous en remercie, peuvent pas dire, même s'ils sont pas d'accord avec Adrien, que nous sommes légers sur le dossier. On a des choses à dire. Mais là, on est dans un moment particulier. 577 personnes et députés, dans ce Parlement déformé et faible, vont se réunir. Et moi, je veux faire entendre qu'à nous, à 17, eh bien, on utilise tous les moyens. Mais c'est ce qu'on attend de nous. D'ailleurs, on a beaucoup de messages de soutien et de solidarité depuis qu'on a annoncé déposer 19 000 amendements et depuis qu'on commence à les défendre, c'est-à-dire depuis hier, parce que c'est ça qu'on attend de l'opposition, s'opposer. Ne rien laisser passer, ne pas laisser un pouce de terrain à cette majorité, à ce gouvernement. Le président du groupe Modem, Patrick Mignola, suggère de brandir un 49.3 de dissuasion qui permettrait d'abréger les débats et d'adopter le texte sans vote. Est-ce que votre stratégie ne risque pas de se retourner contre vous? Non, je ne le crois pas, mais voyez de quoi ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il y a les LBD dans la rue et il y a les LBD parlementaires à l'Assemblée. Le 49.3, c'est un LBD bien parlementaire. Évidemment, mais attendez, pensez que... excessif, là. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de problème. Je dis juste que quand vous méprisez une juridiction aussi importante que le Conseil d'État et que vous venez pleurer parce que la France insoumise dépose 19 000 amendements, mais Personne moi je ne me cache pas sur le Personne. sujet, monsieur, que les choses soient très claires. La bataille contre votre réforme des retraites, elle n'est pas terminée. Elle va se poursuivre dans la rue et elle va se poursuivre à l'Assemblée nationale. alors à l'Assemblée, elle prend quelle forme Et nous utiliserons tous les moyens constitutionnels qui sont permis pour essayer de vous empêcher de faire passer votre réforme. Donc vous assumez une forme d'opposition. Ah, mais bien évidemment que je l'assume et je l'assume totalement. Donc oui, face à cette provocation politique, cette volonté de passer en force à l'Assemblée nationale, de faire de nous une chambre d'enregistrement, eh ben on dit non. Non, ce ne sera pas une chambre d'enregistrement. On bloquera tout ce qu'il est possible de bloquer dans le processus législatif. Et on le fait de la meilleure façon qui soit, en parlant. Parce qu'on est parlementaire, donc au Parlement, on parle, et on déploie nos arguments. Mais il ne va pas me faire croire, Fabien Roussel, dont je connais les convictions, que par la magie de son verbe, il va convaincre les députés En Marche. Adrien Quatennens, une dernière question sur les retraites avant d'y revenir avec les auditeurs. Ça fait deux mois que les Français descendent dans la rue contre cette réforme, mais dans les sondages, aucun groupe de l'opposition ne parvient à capitaliser sur ce rejet. Les Français en veulent à Emmanuel Macron et au gouvernement, mais ils ne viennent pas chez vous, ils ne vous soutiennent pas plus. Pourquoi? Et comment expliquer ce qui est peut-être pour vous un mystère? Pourquoi sont-ils aussi trouillards, aussi frileux? Oh, je crois qu'il ne s'agit pas d'être frileux ou trouillards, c'est simplement des êtres cupides, qui placent leur petit intérêt personnel avant l'intérêt général et surtout avant l'intérêt des Français, des vrais Français qui souffrent. En réalité, ils n'ont cure de la souffrance des Français. Si ils faisaient écho à tout ce que leurs électeurs leur disent sur les terrains dans leur circonscription, il y a bien belle lurette que cette procédure de destitution aurait été lancée. Mais, vous savez, la plupart des politiciens sont passés maîtres dans l'art de la duplicité, du double langage. Ils sont dans la séduction permanente, mais la séduction pourquoi? Uniquement dans la perspective de leur réélection. Parce que une élection de député ou de sénateur, ça assure des indemnités, de belles petites indemnités, des indemnités grassouillettes, qui vous font vivre un train de vie intéressant. Vous comprenez? C'est ça l'objectif. Et comme pour beaucoup, ils prennent les Français pour des gens peu évolués, peu instruits, peu cultivés, peu en capacité d'exercer un sens critique, eh bien,
je l'ai vu des milliers de fois, hein, où j'ai côtoyé des hommes politiques. Ils ne craignent pas de mentir en permanence. Ce sont des mythomanes. Voilà la vraie vérité sur ces lâches de politiciens. Enfin, on a le sentiment que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est complètement décorrélé, déconnecté de ce qui se passe dans le pays. Enfin, je vous l'ai dit, on a une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites, à raison. On a un mouvement social qui, et ça n'est pas une exagération de ma part, est historique du point de vue de son ampleur. 60 jours de grève, ça en fait le mouvement le plus long de toute l'histoire de la Ve République. Très bien, mais quel est l'intérêt de mettre 20 000 amendements ? Mais vous allez travailler comme des fous pour voir vos amendements rejetés les uns après les autres. C'est quoi l'idée? C'est gagner du temps? Non mais expliquez-moi juste quelle est la subtilité. Si on file votre raisonnement, en quelque sorte, on peut déjà mettre la clé sous la porte de l'Assemblée nationale. Mais parce par exemple, est-ce qu'on peut débattre sur le fond? Par exemple, Olivier Véran dit que vous avez même déposé des amendements sur des aspects qui sont clairement sociaux, comme le minimum retraite à 1 000 € pour les agriculteurs ou les pensions pour les femmes divorcées. Est-ce que c'était pas plus intéressant de débattre et d'essayer d'arracher des choses sociales qui vont dans le bon sens pour sur le fond que de faire de l'obstruction systématique? Non, parce que sur les... Je suis entièrement d'accord sur le fond que tout le monde peut y gagner, mais c'est pas en bloquant tout le pays et l'économie complète qu'on va y arriver. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui essaie de faire quelque chose, il y a tout le monde qui est dans la rue et automatiquement, ça fait 40 ans qu'on repousse des réformes. Au bout d'un moment, on sera obligé de faire des réformes parce qu'en fait, on est 67 millions et bientôt, il y aura plus de retraités que d'actifs. Sur le constat en lui-même, tout le monde est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est pas en empêchant les gens de travailler qu'on va y arriver. Alors, Merci d'Inter. Oui, bonjour. Bonjour. Si la France insoumise gagne un jour la présidentielle et les législatives, ce ne sera pas avec 100% des suffrages, mais plus probablement 52-55% des votes. Donc plus de 45% des électeurs n'auront pas voté pour la France insoumise. Les 22 000 amendements déposés sont évidemment de l'obstruction envers un gouvernement issu des urnes. La France insoumise accepte-t-elle le principe de réciprocité? Acceptez-vous l'idée que ceux qui n'auront pas voté pour vous, votre opposition, vous empêchent de mettre en œuvre votre programme? Merci. Vit-on en France dans un régime autoritaire? Mais je pense que ça a le mérite d'être clair et vous avez bien pesé vos mots, c'est exactement ça. Je ne dirais pas autre chose que ce que vous venez de dire, à savoir qu'encore une fois, quand vous avez toutes les formes traditionnelles de contestation démocratique, la manifestation, la grève ou même parfois l'opposition parlementaire qui sont insupportées, quand vous avez une répression qui s'abat sur un mouvement social historique comme elle s'est abattue sur les Gilets jaunes, oui, nous avons affaire à un glissement autoritaire. Tout à fait. Politique, une fois de plus, la seule chose qui les fait bouger, c'est l'émotion dans le pays, tant mieux. Mais ça doit être un encouragement à dire les amis qui nous regardent, faites-vous entendre, parce que parfois quand vous faites beaucoup entendre, ça les fait bouger. Nous au Parlement, on essaie de faire le boulot, mais s'il n'y a pas cette émotion populaire, on n'est que 17, on a perdu d'avance. Souvenez-vous-en pour le débat des retraites. Si vous êtes dans la rue, peut-être qu'on aura plus de voix. Alors, nous avons donc ce soir le sentiment excessivement désagréable d'être, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas mon habitude, pris pour des cons. La réforme ne date pas d'hier. C'est Jacques Chirac qui l'a engagée en 2007, à la fin de son mandat. Il aura fallu attendre plusieurs années avant qu'une loi soit finalement votée et validée. C'est important qu'il puisse y avoir un système de respiration démocratique qui, en cas extrême, permet de dire au président de la République vous ne pouvez pas continuer parce que vous avez commis une faute suffisamment grave. Une autre procédure de destitution existait déjà, mais cette réforme apporte plusieurs différences. Elle ne parle plus de haute trahison et utilise une formule plus large. Le président peut désormais être destitué si l'on constate un manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette loi ne concerne que des cas exceptionnels. Dans les faits, il est assez peu probable qu'elle soit appliquée. Un crime contre l'État, une trahison, c'est des situations de cette nature qui précisent les conditions dans lesquelles on peut engager la destitution du président de la République. Oui, vraiment extrême. Pour enclencher la destitution, 10% des sénateurs ou des députés doivent signer une résolution. De nombreuses étapes sont ensuite prévues, entre autres la validation du texte par la commission des lois, le vote du Parlement ou encore la comparution du président devant ce qu'on appelle la haute cour. La lourdeur de cette procédure a un but, éviter sa banalisation. Notre rôle, c'est de les prendre en flagrant délit de mensonge, en flagrant délit de turpitude, et on le fait par tous les moyens. Quand vous êtes un vrai démocrate, vous acceptez le fait que si vous êtes en minorité, quand les autres sont en majorité, vous vous soumettez aux lois qui sont adoptées. Bien. Qui ici accepte, s'il y a une majorité dans une assemblée qui est Front National, de se soumettre aux lois que voterait le Front National? Moi, je dis clairement à l'avance, pas moi. Donc je suis cohérent et conséquent, puisque je ne suis pas prêt à me soumettre aux lois qu'ils adopteraient, donc je suis pour les interdire, parce que c'est pas un parti démocratique. Voilà. Tiens, ce que tu dis, c'est si le Front National arrive au pouvoir par le suffrage universel, comme Hitler est arrivé en Allemagne,
Moi, je ne serai pas d'accord avec ce qu'ils vont faire, donc autant dire tout de suite que je ne veux pas qu'ils soient autorisés. Oui, voilà. parce que j'en ai assez d'être régulièrement convoqué à aller voter pour des gens, parce que c'est mon pouvoir démocratique qu'on m'a volé. Quand on m'appelle au deuxième tour à aller voter pour M. Chirac alors que je suis socialiste, simplement pour éviter que l'autre fasse plus de voix. C'est ma liberté qui a été volée déjà ce jour-là, parce que moi, j'avais pas envie de voter. Pour cet homme, c'est pas une appréciation personnelle, mais tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Donc on m'a volé déjà une première fois ma liberté. Je ne veux plus qu'on me la vole et je ne veux pas faire l'hypocrite. En fait, ce que tu es en train parce de dire, que c'est trop facile, on les sort comme un épouvantail à intervalles réguliers pour que tout le monde se mette ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand même que vous êtes pour le suffrage universel, sauf quand c'est vos ennemis qui gagnent, quoi. Pas du tout, parce que quand c'est... Non, écoute, quand c'est la droite, c'est pas mes amis. Je suis pas d'accord avec eux, je suis pas d'accord avec leur vision du monde, je suis d'accord avec rien. Mais là, il s'agit d'autre chose, bon sang. Ou alors, si c'est pas autre chose, fallait le dire avant. Et il faut pas, à chaque fois qu'il y a une élection qui tourne mal, s'amener avec des têtes d'enterrement en disant, là là, catastrophe, il y a danger, il y a le fascisme et tout. Si c'est vraiment le fascisme, on se défend. Jean-Marie. Non, mais qui va décider aussi qui se présente ou pas à ce moment-là? Parce que tout le monde peut se présenter à la présidence. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui va décider? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui vont vouloir... À partir de quand? Ouais. Non, mais Jean-Luc, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui vont vouloir... T'as du Front National light, t'as de la droite un peu dure, t'as du machin, t'as un peu de tout. Elle est où? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui vont vouloir interdire l'extrême gauche à ce moment-là? Parce qu'il y a aussi des gens... Ça n'a rien à voir. Si, il y a des gens... Jean-Luc, attends. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens... À l'extrême gauche, il y a des gens... Moi, je suis pas d'accord pour obéir à des lois faites par un mec d'extrême gauche. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit l'extrême gauche? Par contre, t'es obligé de... Non mais attendez, moi je ne suis pas en train de faire le tour du monde, je vous parle d'un cas bien précis. Tu la merde, Jean-Luc. Non, moi je tu vous balances parle... des idées et après tu sais plus comment t'en sortir. Le meilleur moyen de tuer le Front National, c'est d'arrêter de balader les gens. Le meilleur moyen de tuer le Front National, c'est d'arrêter de balader les gens. Nous ne sommes pas, hélas, à la fin du mandat de M. Macron. On en est encore au premier tiers. Il a encore la possibilité de nuire gravement. Nous avons une France qui est en ébullition. Nous avons des manifestants à travers toute la France qui ne veulent plus de M. Macron. On a donc face à nous un problème politique et donc il est tout à fait normal que l'opposition se saisisse de ce pouvoir qui lui est donné par l'article 68 pour proposer aux autres collègues, aux députés, aux sénateurs, voilà 10 violations de la Constitution qui, à notre avis, sont commises par M. Macron. Il faut que nous en débattions. C'est un véritable scandale, je n'hésite pas à le dire, que de constater qu'un certain nombre de députés et de sénateurs balayent ceci d'un revers de la main sans même examiner notre dossier et les considérations juridiques dont il est nourri. On a l'impression que ces députés et ces sénateurs ne veulent pas exercer le pouvoir qui leur est confié. Mais non d'une pipe. Ils sont députés et sénateurs, ils sont députés du peuple français. Comme le dit l'article 2 de notre Constitution, la devise de la République, c'est gouvernement du peuple. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc le simple fait qu'il y ait en ce moment des dizaines et des centaines de milliers de manifestants à travers la France qui protestent contre tout ce que fait M. Macron, son gouvernement, protestent plus généralement contre la situation politique, économique et sociale qui leur a été faite depuis maintenant des années avec le vol de démocratie que représente la construction européenne et les traités européens, eh bien ça, il est normal, c'est même leur devoir que les députés prennent à leur charge cette revendication populaire. Comment pouvez-vous fermer les yeux sur 3000 procédures judiciaires, des milliers de blessés, des centaines de mutilés, des morts, des affaires d'État, comme l'affaire de Madame Redouane à Marseille, comme l'affaire de ce jeune Steve à Nantes. Ce sont des affaires d'État où il y a meurtre de la part de Macron. Comment pouvez-vous continuer à fermer les yeux ? Alors, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est toujours ces sempiternels bas calculs politiciens qui l'emportent. On ne veut pas se mouiller dans une opération dont on craint qu'elle n'apportera rien en termes de bénéfices électoraux. Voyez ? On ne veut pas se compromettre avec les initiateurs sous prétexte que ceci ou cela. Si vous saviez comme ça me fatigue d'entendre toujours ces mêmes arguments. Une fois ce sont les UPR, une fois c'est la France insoumise. Mais je suis sourd à tout ça. Moi,
Je suis pour l'écuménisme. Quand il y a danger de mort pour un pays, pour ses habitants, eh bien, il faut l'union sacrée. Vous vous chamaillerez après quand il y aura un retour à la normale, quand la France se sera retrouvée, la France éternelle, républicaine, confessionnelle, peu importe, là où on se sent bien. Vos arguments, je n'en ai qu'une. Vos arguments spécieux, c'est-à-dire faux, ils ne m'atteignent pas. Lorsque un groupe constitué a une bonne idée, je pense à l'UPR, ou je pense à la France Insoumise et à d'autres, eh bien il faut prendre ces bonnes idées, parce que c'est pour le bien des Français, des vrais Français. Je ne parle pas des Français foutriquets, lâches, collabos, comme il y en a eu, ceux qui ont dénoncé des innocents, beaucoup de juifs, entre 1940 et 1945. Je sais que ces Français-là, à vomir, ils existent, ce sont eux qui soutiennent Macron le fou. Je le sais, mais s'ils sont une infime minorité, ce sont ces Français-là, en 1940, qui ont envoyé dans les camps de concentration des centaines de milliers de personnes, de Français, en particulier beaucoup de juifs, qui, grâce au ciel pour certains, ont eu la vie sauve grâce à des justes. Moi, j'ai fréquenté des justes qui ont sauvé la vie à des juifs. Et aujourd'hui, nous avons un Macron qui est un danger. Un grave danger. Monsieur Macron, démissionnez. Partez. Le plus vite possible maintenant. Il faut que vous partiez. Les Français vous haïssent maintenant. Ça n'est plus qu'ils vous détestent, c'est qu'ils vous haïssent. Ils se pensent comme des démocrates libéraux qui se battent contre une extrême droite menaçante, alors qu'en vérité, l'intégration dans la zone euro a liquidé la souveraineté monétaire, donc le principe de souveraineté populaire, donc la démocratie. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes. Tu me traites de rouge-brun, bien que tu défends les tueurs de peau rouge. Tu m'insultes de rouge-brun, car tu as peur du peuple souverain. Tu me cries que je suis rouge-brun, alors que tu chantes des textes de Cantat. Tu colportes que je suis rouge-brun, inconscient ou pas, tu n'es qu'un chien de garde du capital. Idiot total de guerre mondiale, et tu es encore là pour nous vendre ton mal, par les violences et les menaces. Tu penses combattre les fachos, en usant finalement des mêmes méthodes que tous ces traîtres. Collabore, ces traîtres collaborent, que ces traîtres collaborent. Tu me traites de populiste alors que pourtant mon nom figure sur ta liste. Tu m'insultes de nationaliste car la patrie est un cadre réaliste. Tu me cries que je suis raciste, pourtant en face ils me disent que je suis gauchiste. Tu ne dois pas pratiquer le hors-piste puisque la vérité te rend trop triste. On préfère mettre les gens dans des cases et ne pas réfléchir alors qu'aujourd'hui on dispose de tous les moyens pour construire. On préfère regarder en l'air.